Donc je me contente pour le moment de vous présenter les trois intervenants. Donc Christine Détresse, qui est à ma gauche, est maîtresse de conférences en sociologie à l'ENS-LSH, à Lyon. Elle articule dans ses recherches des problématiques issues de la sociologie du corps, de la culture, de la littérature et du genre. Ses dernières publications sont La construction sociale du corps, Seuil 2004, À leur corps défendant les femmes à l'épreuve du nouvel ordre moral, en collaboration avec Anne Simon, Seuil 2006, et elle a aussi publié un roman, Rien sur ma mère, aux éditions Chevrefeuille étoilée en 2008. Elle termine actuellement une recherche sur les romancières maghrébines. Par ordre alphabétique, Éric Fassin, deuxième homme de la table ronde, beaucoup d'hommes aujourd'hui. Sociologue, non parce qu'on en manque en général. Sociologue, professeur agrégé à l'École normale supérieure, chercheur à l'IRIS, CNRS, EHESS. Il travaille sur la politisation des questions sexuelles et raciales. Il publie à l'automne 2009 un recueil, Le sexe politique, genre et sexualité au miroir transatlantique, aux éditions de l'EHESS. Un autre en traduction, Género Sexualidades y Politica Democratica, cahier Simone de Beauvoir, Colegio de Mexico, et en collaboration avec Elsa Dorlin, Les actes d'un colloque à Beaubourg, genre et sexualité, aux éditions de la BPI. Et puis Coralie Trinity. Comme actrice, elle a, entre 18 et 23 ans, tourné une soixantaine de films pornographiques pour lesquels elle a reçu plusieurs récompenses, dont le Hot d'Or de la meilleure actrice européenne. Dans les années 2000, elle a été projetée sur le devant de la scène médiatique comme co-auteure avec Virginie Despentes du film Baise-moi, qui a été censuré en France, je vous le rappelle. Elle a publié un roman, Betty Monde, et un récit autobiographique, La voix humide, aux éditions Au Diable Vauvert. Elle est aussi auteure du guide sexuel dans la collection Oser, aux éditions de la Musardine. Oser la sodomie en 2007, Oser le cunilingus, lingus, j'ai du mal, hein. Apparaître. Apparaître quand? Apparaître en question. Dans les 10 dernières années, est-ce que vous avez noté une évolution en ce qui concerne la représentation de la sexualité et la manière dont l'égalité entre femmes et hommes est traitée dans cette représentation? Et comment la caractériseriez-vous? Baser ma réponse sur un corpus qui est assez particulier, qui était celui sur lequel on avait travaillé avec Anne Simon, donc qui englobe pas du tout toute la littérature contemporaine, qui était celle publiée par des femmes, donc ces dernières années, à partir des années 2000, mais les femmes les plus médiatisées, les romancières les plus médiatisées. Et on va voir que du coup, ça oriente forcément la réponse. Donc sur ce corpus-là, évolution, oui. Égalité, peut-être pas tant que ça. Évolution, oui, parce que, comme tu l'as dit en introduction, on a une prolifération des descriptions de scènes et de pratiques sexuelles. Alors, pour simplifier et résumer et aller vite, les évolutions que nous, on avait remarquées, c'était notamment la description des sensations féminines. Et pour ça, on était parti d'un livre de Nancy Houston qui s'appelait Mosaïque de la pornographie, où dans la première édition, elle parle de la littérature érotique, pornographique, écrite par des hommes, et elle dit, le jour où les femmes vont en écrire, ça va changer. Et deuxième édition, c'est 2004. Entre-temps, il y a eu Catherine Millet, il y a eu Camille Laurence, etc. Et elle dit, finalement, non, ça n'a pas tant changé que ça, puisque c'est toujours la même structure de pouvoir, c'est la même structure de violence, etc. Alors, allez lire si. Il y a quand même ces points-là, notamment donc description des sensations. Et par exemple, dans Catherine Millet, il y a un passage où elle explique que donc, elle a une pratique sexuelle parfaitement heureuse et harmonieuse. Elle discute avec un de ses amis qui lui explique ce que doit être un orgasme féminin. Et elle comprend à cette occasion-là qu'elle n'en a jamais ressenti. Et pourtant, elle dit quand même avoir eu une vie sexuelle heureuse, etc. Donc cette idée de... on décrit vraiment ce qu'une femme peut ressentir. L'autre aussi, évolution, mais alors là, beaucoup plus sur des livres moins médiatisés et beaucoup plus récent, c'est le détricotage, on pourrait dire, de la sexualité avec le sentiment. Alors, ce qui n'est absolument pas le cas dans toute cette production de best-sellers. Alors, par exemple, si on regarde les livres de Camille Laurence, au contraire, c'est comme si la pratique sexuelle, alors quand bien même elle est polyandrique, poly tout ce qu'on veut, c'est un moyen de trouver l'amour. Et quelque part, c'est justifié, presque excusé, le fait d'avoir des amants, par le fait qu'on cherche l'amour, qu'on cherche le prince charmant, qu'on cherche
l'âme sœur, etc. Et ça, dans les toutes dernières années et dans des productions, alors justement, je disais tout à l'heure, Butimonde, il y a cette... voilà, le fait pour une femme de pouvoir avoir des pratiques sexuelles sans l'excuse, entre guillemets, de l'amour ou du sentiment. Et ça me semble extrêmement important parce que ça rejoint des choses qu'on voit statistiquement dans les pratiques, notamment les enquêtes sur les pratiques sexuelles des Français. L'idée que la sexualité, ça n'a pas le même sens pour un homme ou pour une femme. Parce que pour une femme, ça doit être lié à l'amour. Et dernier point, si j'ai encore, dans les 5 minutes, l'autre évolution, alors pareil qu'avec Anne-Simon, on n'a pas tant repéré dans la production très très médiatisée, mais plutôt dans des livres moins, qui sont pas publiés dans les grandes maisons d'édition, etc. C'est de briser la normativité des corps. C'est-à-dire que, par exemple, un corps de femme âgée, un corps de femme malade, est-ce que ces corps-là, ça a droit aussi à l'expression de la sexualité et à la vie sexuelle dans les romans? Ça, c'est pas le cas dans les livres sur lesquels, justement, à chaque rentrée littéraire, on avait l'idée qu'ils étaient transgressifs, qu'ils brisaient tous les tabous. Et nous, il nous semblait que, en fait, voilà, le tabou, c'était pas tant la description des pratiques, qui peut devenir extrêmement normative, mais c'est plutôt le fait de donner le droit à la pratique sexuelle à tous les corps et pas uniquement à un corps féminin jeune, beau, normé. Une première remarque peut-être, puisqu'on nous demande qu'est-ce qui peut avoir changé depuis 10 ans, il me semble qu'on n'aurait pas eu une affiche comme celle-ci il y a 10 ans. C'est-à-dire que il se trouve que j'étais au rendez-vous de l'histoire de Blois, où l'affiche était également un buste, mais qui là était féminin, et c'était un buste féminin de mannequin, donc artificiel et désarticulé, c'est-à-dire que d'un côté c'était une image finalement assez conventionnelle, d'un autre côté cette image conventionnelle était un peu perturbée par le fait qu'il manquait la tête de ce corps féminin et qu'à la place il y avait une main. Et donc, ce qui apparaissait relativement familier se défaisait sous nos yeux. Et là aussi, me semble-t-il, mais de manière plus forte encore, puisque le corps féminin se mêle à un corps masculin, et que donc la désarticulation, c'est pas seulement la désarticulation du corps, mais c'est aussi la désarticulation du genre. Le deuxième élément, si on regarde non plus seulement l'affiche, mais le titre, et qui me paraît significatif, c'est qu'on mette côte à côte l'égalité des sexes et l'égalité des sexualités. Je crois que là aussi, c'est quelque chose qui allait beaucoup moins de soi il y a 10 ou 15 ans. Et en fait, pour ma part, j'ai essayé de m'intéresser au fait que, à la fin des années 90, ce qui en France était réputé impensable est devenu pensable, et ce qui était invisible a commencé d'être plus visible, c'est-à-dire qu'on a assisté à une politisation des questions sexuelles dans l'espace public. Bien entendu, les questions sexuelles étaient déjà des questions politiques, mais elles sont devenues des questions publiques. Or ça, c'était impensable avant, puisqu'on nous avait expliqué très communément en France que la République savait faire la différence entre ce qui était de l'ordre du public et du privé, et que de l'ordre du privé était précisément le genre et la sexualité. Et c'était d'ailleurs la raison pour laquelle on ne devait pas parler de genre. Donc ça, c'est une première chose, me semble-t-il, qui a bougé depuis une bonne dizaine d'années. Après tout, je crois que c'est aujourd'hui le 10e anniversaire du Pax. Ça n'est pas sans rapport avec ça. On le voit bien sûr dans des représentations culturelles. Moi, je m'étais intéressé à la fin des années 90 aux controverses qui avaient accompagné la publication d'ouvrages de Michel Houellebecq, d'une part, avec les particules élémentaires, et d'autre part de Christine Angot avec l'inceste. Et dans un cas comme dans l'autre, il me semble qu'on voit bien que c'est précisément au moment, c'est-à-dire à la fin des années 90, où l'évidence selon laquelle ces questions-là n'appartiennent pas à l'espace public, cette évidence, elle est remise en cause. La deuxième remarque que je voudrais faire tient au statut de certains de ces écrits. Il me semble qu'il y a deux caractéristiques qu'on retrouve assez souvent, pas toujours bien sûr, mais c'est la première personne, l'utilisation de la première personne dans beaucoup de ces écrits, et une deuxième caractéristique qui est, on pourrait considérer quelque chose d'ethnographique. Il me semble qu'en anglais, on pourrait tenter de dire que c'est très graphique, au sens où c'est très cru, mais je crois qu'à côté du côté graphique cru, il y a le côté ethnographique, c'est-à-dire que, en fait, dans beaucoup des récits qu'on peut lire à la première personne, eh bien, il y a le travail que les ethnographes
soit ont répugné à faire, soit ont eu quelques difficultés méthodologiques à faire, puisque l'ethnographie de la sexualité est une opération compliquée. Il est parfois difficile de faire un travail d'observation participante où la participation ne l'emporte pas sur l'observation, ou l'inverse. Donc je crois que là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, par des récits, par un certain nombre d'écrits, on voit arriver simultanément un travail de type ethnographique et une revendication de première personne, c'est-à-dire de parler en son nom propre. Et ça me paraît quelque chose d'important qui a à voir non seulement avec la question de la liberté, mais aussi avec celle de l'égalité, puisque, troisième élément, beaucoup de ces prises de parole écrites, eh bien, elles sont le fait de femmes. Et donc le fait que la sexualité soit un discours un peu plus davantage tenu par des femmes, il me semble que ça a des effets sur la manière dont on se représente, le désir, le plaisir, etc. Donc je conclurai là-dessus. Je crois qu'on a intérêt à prêter attention à ces questions formelles, sans pour autant ne remarquer que les représentations les moins conventionnelles ou celles qui ont choqué le plus ou qui ont pu attirer le plus l'attention. Bien sûr, elles sont importantes. Je pense que, par exemple, le film Baise-moi a joué un rôle important et je trouve qu'il a un rôle pédagogique important. En même temps, je crois qu'il est significatif de voir que, par exemple, pour quitter la France, mais pour regarder aux États-Unis, au début des années 90, un acte sexuel qui a eu un impact considérable parce qu'il a été montré à la télévision, c'était le fait, dans les chroniques de San Francisco, que deux hommes s'embrassaient dans une voiture, à l'arrière d'une voiture, gentiment, comme dans un date des années 50. Et il me semble que ça a eu un impact considérable parce que finalement, c'était également transgressif dans la mesure où ce n'était pas simplement la nature de l'acte qui était transgressive ou qui était perçue comme telle, mais c'était le fait que cet acte était présenté comme tout à fait normal. Et il me semble que donc, il est important de voir que cette remise en cause, elle peut porter, dans certains cas, sur des représentations dont le caractère transgressif est plus évident, mais dans d'autres cas également, où il est moins évident et où l'impact peut être également Il y a quand même eu une évolution sur les 10 dernières années en matière de représentation de la sexualité, mais je pense qu'elle est plus liée à la multiplication des médias et des modes de communication, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discours minoritaires qui sont devenus plus accessibles. Et même si dans la forme, effectivement, on peut avoir l'impression d'une évolution et d'une libération, il me semble que le fond des mentalités évolue beaucoup plus lentement qu'on voudrait nous le faire croire. Notamment en fait pour le problème de la censure de Baise-moi. Je pense que ce qui avait beaucoup choqué dans Baise-moi, c'était qu'on représentait la sexualité comme un acte justement banal et naturel et sous plein de formes différentes, c'est-à-dire du viol à la scène excitante, au sexe totalement désinvesti de tout sentiment. Enfin, il y avait vraiment plein de manières de représenter la sexualité et c'est ça qui avait beaucoup gêné. Une autre évolution en fait que j'ai pu noter, dans la pornographie, il y a eu un nouveau courant de porno qui serait plus spécialement fait par des femmes pour des femmes et qui était beaucoup plus romantique et doux. Donc là, je rejoins un petit peu ce que Christine disait tout à l'heure. C'est-à-dire que pour la femme, même si elle s'intéresse à la pornographie et qu'elle investit le domaine de la pornographie, finalement, c'est en restant dans un genre de carcan d'identité de genre où elle est supposée mêler toujours le sexe et le sentiment et quelque chose de très joli et romantique, alors que c'est très loin de la réalité de la sexualité de la plupart des femmes. D'ailleurs, dans la pornographie, en général, quand il y a des femmes réalisatrices, en dehors donc de ce courant qui a été très 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 médiatisé, les films et les scènes elles-mêmes sont souvent beaucoup plus hardcore que celles qui sont tournées par des hommes. Donc je pense qu'il y a un gros malentendu sur la sexualité réelle, pratiquée par les femmes. Ce qui apparaît dans les trois interventions, c'est le fait que des femmes prennent la parole
est un élément nouveau, qu'elles prennent la parole d'une manière différente, quelquefois en disant des choses différentes, quelquefois sans dire des choses si profondément différentes. Il y a les deux aspects peuvent être vrais. Bon, le fait de parler à la première personne a été signalé par Éric Fassin comme un élément éventuellement nouveau et important qu'il a rapproché de l'ethnographique. Bon, il faudra voir si cette première personne permet justement un point de vue différent sur la sexualité. Autre élément, l'idée des corps non parfaits. Est-ce que ça serait une limite, là encore, de la représentation de la sexualité, des corps non idéaux? Et Coralie Trinti qui nous indique qu'un porno pour les femmes peut se révéler, disons, parfaitement traditionnel dans sa représentation des rôles. Est-ce que les représentations de la sexualité, selon vous, peuvent avoir une fonction politique et critique en matière de normes et de lutte pour l'égalité, ou est-ce que c'est illusoire? Pour moi, de travailler sur les représentations, à la fois comme des représentations qui reflètent l'état de la société qui leur est contemporaine, mais qui en même temps qu'ils la reflètent permettent aussi de l'influencer. Avec cette dialectique, que le roman, c'est pas, comme disait Stendhal, un miroir qui se promène le long du chemin, mais qui a une interaction. Et donc justement, concrètement, sur quel point, moi, ça me semble important et utile, ces représentations. Donc déjà, ce que je disais tout à l'heure sur cette idée, justement, quand on voit l'impact que ça a dans les statistiques, c'est-à-dire de comparer les représentations et puis les pratiques réelles telles qu'on les mesure dans les statistiques. Et donc je reviens à cette enquête pratique sexuelle des Français, avec cette idée à chaque fois de la place différente accordée par les femmes et les hommes à l'acte sexuel ou aux partenaires sexuels, qui font que les femmes, quand on regarde le nombre de partenaires cités par les hommes et le nombre de partenaires cités par les femmes, c'est pas le même, alors que logiquement ça devrait être le même. Et qui déclare-t-on quand on est une femme? On déclare le partenaire important, c'est-à-dire celui qui a compté. Alors qu'un homme déclarerait, c'est une des explications, déclarerait toutes les conquêtes qu'il a eues. Donc déjà, que les représentations puissent faire bouger ça, cette idée de normativité de la sexualité, ça me semble vraiment important. Ensuite, ça reprend aussi un exemple que disait Eric tout à l'heure. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu le film de Christophe Honoré, Les chansons d'amour. Et dedans, il y a justement un couple homosexuel. Et voilà. Et dans ce film-là, ça passe. Voilà, il y avait cette représentation de l'homosexualité qui était tout à fait normale, qui était chantée, qui était enchantée, etc. Et je me suis dit, voilà, là quand même, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui est arrivé dans un film grand public, dans une. Oui, mais qui est pas, c'est pas un film, je veux dire, oui, effectivement. Voilà, c'est pas un film expérimental, c'est pas un film qui passe dans des réseaux particuliers, etc. Ensuite, alors pour nuancer ce que je dis, et alors qui revient un peu à exactement à cet exemple-là, à ce que vous venez de préciser, c'est donc quand je parlais tout à l'heure de la différence entre la production donc grand public en littérature, les best-sellers, et puis la production moins diffusée. Alors on pourrait dire la même chose pour le cinéma. Le problème, c'est que qu'est-ce qui devient un best-seller? Qu'est-ce qui a des prix littéraires? Qu'est-ce qui est publié par les grandes maisons d'édition? C'est justement les romans qui vont continuer à entretenir la vision classique et habituelle de la sexualité. Et là, il y avait eu un article qui avait été fait par Isabelle Charpentier sur les romans d'Annie Ernaux, et elle montrait que les romans d'Annie Ernaux qui étaient les plus diffusés, ceux qui avaient les prix, qui obtenaient les prix, c'était les romans qui correspondait à la sexualité de la femme petite bourgeoise, classique, qui a un amant, etc. Donc là, il y a toujours ce décalage entre la production qui va avoir accès à la plus grande diffusion, la plus grande publicité, et la production moins médiatique qui, elle, pourrait faire évoluer les représentations. Un mot d'abord sur l'usage du mot représentation. Pour ma part, je n'isolerai pas les représentations
auquel j'imagine on songe là en disant représentation culturelle, c'est-à-dire ce qui serait la littérature, le cinéma, etc. Je pense qu'il est important de penser l'ensemble des questions de représentation, c'est-à-dire, il me semble que, par exemple, la sociologie produit aussi des représentations de la société. Par exemple, les hommes et les femmes politiques produisent des images de la société, etc. Donc il me semble qu'il ne faut pas isoler certaines représentations, d'autant plus si on veut comprendre leur caractère politique. C'est-à-dire qu'il me semble que les différentes représentations qui sont proposées à la fois à l'intérieur de ces univers particuliers, mais aussi qui circulent dans la société, ces différentes représentations, elles contribuent à construire des représentations sociales légitimes, et donc il y a une sorte de bataille permanente pour essayer, à travers des représentations, de rendre visible, de rendre pensable, ou au contraire, d'occulter, de marginaliser, etc. Donc l'ordre des choses, il est institué par la bataille politique autour des représentations qui se joue dans l'ensemble des discours, et pas simplement dans la littérature, pas seulement dans le cinéma, etc., qui se joue encore une fois tout aussi bien, par exemple, sous l'égide de l'Institut Émilie du Châtelet. Il me semble que l'Institut Émilie du Châtelet contribue à produire des représentations, que si nous avons une réunion comme celle-ci, c'est bien pour ça. Donc le caractère politique des représentations, il est toujours déjà là. Ça ne veut pas dire pour autant que toutes les représentations soient critiques, loin s'en faut. Mais il me semble, je ne vous apprends rien en disant cela, mais il me semble qu'on peut distinguer entre deux sens du mot critique. Il y a critique au sens de critiquer, de contester, d'attaquer, de dénoncer, etc. Et il y a critique au sens de rendre visible ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire de nous faire voir des évidences. Et donc de faire qu'elles perdent de leur évidence. Et il me semble que le travail des représentations, il peut se jouer dans un registre ou dans l'autre, ou dans les deux bien sûr, mais ce n'est pas forcément le même. C'est-à-dire, c'est une chose, par exemple, de dénoncer la domination masculine. C'en est une autre qui n'est pas tout à fait la même que de montrer comment ça fonctionne et de le rendre visible. C'est-à-dire, au lieu que ça aille de soi, eh bien, de le rendre visible. Et je crois que, pour une part, les représentations culturelles aujourd'hui qui jouent un rôle important ne sont pas seulement celles qui explicitement disent « c'est pas bien », même si j'ai rien contre, je passe une partie importante de mon activité à dire qu'un certain nombre de choses ne sont pas bien, mais je ne pense pas que ce soit la seule manière de faire. Je crois qu'il y a aussi la possibilité de rendre visible comment ça marche. On parlait tout à l'heure de Camille Laurence. Je pense que ses livres, à certains égards, ne se donnent pas comme hypercritiques, me semble-t-il, mais en même temps, ils montrent un univers, me semble-t-il, où ça ne marche plus. C'est-à-dire, c'est en gros l'univers romantique traditionnel, mais cet univers est déréglé. Et il me semble que donc son succès relatif, son succès, il est important comme symptôme, pas seulement du fait qu'on a envie de voir que ça marche, mais aussi du fait qu'on commence à se demander si ça marche vraiment, et en particulier, est-ce que l'hétérosexualité marche aussi bien qu'elle est censée marcher. Pour prendre un deuxième exemple, les livres de Wendy Delorme, il me semble, donnent à voir comment ça marche et comment ça ne marche pas. Comment les identités de genre marchent et ne marchent pas. Et en ce sens-là, il me semble que la question n'est pas forcément de savoir dans quelle mesure il dénonce ceci ou cela, mais il me semble que le travail critique, il est inscrit aussi, et c'est pourquoi je trouve ces livres remarquables, il est inscrit dans le fait même de donner à voir ces représentations de la sexualité ont une fonction politique et peuvent permettre de critiquer les normes et de se libérer d'une dictature de genre ou d'injonction sociale. Mais je pense en fait que... je le prends pas en fait comme un motif de tenter de créer une norme qui serait une seule norme ou une direction qui serait libératrice. Je pense en fait que c'est vraiment au contraire dans la multiplicité des représentations que chacun pourra se libérer et trouver le modèle qui lui convient. Donc je suis opposé en fait à aucun genre de représentation, même certaines représentations qu'on peut trouver choquantes ou avilissantes pour la femme, parce que je crois vraiment que finalement en fait la représentation la plus importante de la sexualité, c'est la représentation personnelle qu'on s'en fait, et que finalement face à
une même représentation, que ce soit un livre, un film ou même un comportement d'un autre individu. Chacun fera son interprétation et trouvera des motifs et des théories politiques, etc. Mais elles peuvent être différentes d'un individu à l'autre. Donc je crois pas du tout que c'est illusoire et je crois que c'est extrêmement important de proposer de nouvelles représentations ou même de représenter d'anciennes représentations, mais vraiment dans la multiplicité. Les représentations sont toutes déjà politiques, d'une certaine manière, mais pas toutes critiques. Bon, donc, Éric Fassin qui disait ça. Il y a un certain nombre de choses autour du travail des représentations, du travail sur les représentations, c'est-à-dire que la manière dont ces représentations travaillent, il y a plusieurs manières. Il peut y avoir une forme plutôt dénonciatrice, a dit Éric Fassin. Christine Détré a pris un exemple d'une nouvelle représentation qui tend à se situer comme normale, mais comme une nouvelle normalité. Par exemple, c'était des chansons d'amour. Chanté par un couple homosexuel, c'est peut-être ça qu'il s'agissait, qui reproduisait un peu ce qu'avait dit Éric Fassin sur les deux homosexuels de San Francisco qui s'embrassaient comme un petit couple hétéro, quoi, d'une certaine manière. Il y a encore un autre travail des représentations qui peut être de montrer des choses, comment fonctionnent des choses qui ont l'air d'aller de soi et de ne pas poser problème. Bon, c'est encore un autre type de travail des représentations. Mais il y a aussi ce sur quoi parlait Coralie Trinity, un travail d'interprétation, c'est-à-dire que face à n'importe quelle représentation, il y a une sorte de rencontre qui se fait du point de vue de celui qui est exposé et qui produit des interprétations assez diverses. Les représentations n'enferment pas forcément pour l'interprétation qu'on peut. Face à certaines représentations de la sexualité, vous avez déjà eu la tentation de la censure ou de l'interdiction. Enfin, un exemple très, très concret d'interrogation quand même qu'on avait eu avec Anne Simon, qu'on avait écrit à leur corps défendant. Et c'était à propos de Baise-moi, de Virginie Despentes. Alors le roman, pas le film. Alors c'était pas du tout une idée de censure, d'interdiction, etc. Mais c'était donc en rapport à ce que je disais tout à l'heure sur Nancy Houston, qui disait finalement quand les femmes elles écrivent, ça change rien parce que c'est toujours la même structure de violence et de mettre la femme à la place de l'homme, est-ce que fondamentalement ça change quelque chose ou est-ce que ça ne perpétue pas, ça ne contribue pas à perpétuer toujours la même cette articulation de la sexualité sur la domination, sur la violence, etc. Et dans le livre, dans l'accord défendant, on avait une position qui était assez critique en fait finalement. Et après il y a eu King Kong Theory qui est paru. Et je pense que si on écrivait maintenant le chapitre, on n'écrirait plus du tout la même chose. Parce que dans King Kong Theory, il y a cette interrogation que pose Virginie Despentes sur... J'écris, donc voilà, je fais de la littérature, etc. Donc forcément, je le fais avec mes fantasmes. En tant que féministe, je peux bien me rendre compte que mes fantasmes, ils sont dominés par des siècles et des siècles de domination masculine, etc. Mais comment faire pour aller... justement, désarticuler le fantasme, le psychisme de toute cette inscription-là dans une culture qui est millénaire. Et donc voilà, donc c'est pas parce qu'on sait que le fantasme il est empreint d'une culture marquée par la domination masculine. Vous voyez que dans l'œuvre littéraire, on peut arriver à s'en démarquer. Et du coup, je me disais, il y a un problème justement, un danger. Un glissement qui est souvent fait entre cette forme littéraire qui est souvent proche de l'autofiction. Alors effectivement, souvent ça écrit jeu, souvent... et puis justement une lecture autobiographique ou ethnographique.
Alors, en même temps, avec des questions. C'est pour ça que là, moi, j'ai beaucoup de questions, plus que des réponses à cette... sans dire du tout que c'est de la censure ou l'interdiction, hein, mais sur les implications de scènes comme ça. Voilà, quand bien même ça serait de l'autobiographie, il y a quand même un travail littéraire, c'est quand même de l'art. Et tout ce qui est écrit sous la forme de la première personne n'est pas non plus une autobiographie. Donc, voilà, c'est plus des questions... Alors, pas du tout sur censure et interdiction, mais plus sur la place, en fait, de ces structures comme ça, de certaines scènes qui peuvent choquer. La question me paraît, non pas difficile, mais un peu perverse, puisque, en fait, on ne nous demande pas si on veut interdire, mais si on est tenté d'interdire. Alors moi, je suis tenté par des tas de choses. Et en particulier, si ça ne tenait que moi, ou si ça ne tenait qu'à mes tentations, j'interdirais beaucoup de livres, par exemple, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, mais le livre qui vient de sortir de la femme qui vient de se séparer d'Éric Besson. Le fait d'appeler ça manuel de guérilla féministe me pose un problème. Et donc, la tentation n'est pas forcément suffisante pour justifier d'agir en conséquence. Donc, je ne vais pas me placer sur mes tentations, puisqu'en gros, je serais tenté d'interdire tout ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Mais après, on se retient. Donc, il me semble que sur la censure, en fait, il y a deux logiques. Il y a la logique qu'on pourrait dire libérale, qui est de dire, au fond, on laisse faire. Et à l'inverse, il y aurait une logique, en particulier inspirée de Catherine MacKinnon, qui dirait, attendez, c'est bien joli votre affaire, vous croyez qu'il y a d'un côté les mots et de l'autre les choses, mais en réalité, les images et les actes, c'est la même chose. La pornographie peut nourrir le viol. Ça, c'est deux positions extrêmes, enfin, qui sont définies un peu aux antipodes l'une de l'autre. Il me semble que d'un côté, ça revient à confondre entièrement la politique avec les images, et de l'autre côté, ça revient à dire que finalement, la politique n'aurait rien à voir avec les images. Et il me semble que c'est problématique d'un côté comme de l'autre. Alors, je ferai simplement deux remarques. Il me semble qu'on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'on interdit également lorsqu'il s'agit de genre et sexualité, et par exemple lorsqu'il s'agit de questions raciales. Donc, parce qu'après tout, est-il souhaitable de distinguer en disant lorsque, je ne sais pas, pour le négationnisme, on va interdire certains discours, etc., et pour la sexualité, oui ou non, ou etc. Donc il me semble qu'on a intérêt à penser l'ensemble de ces questions. C'est-à-dire, non pas est-ce qu'il faut interdire ou pas interdire, les représentations sexuelles, mais est-ce qu'il faut les interdire différemment, plus, moins, etc. Et je trouve qu'il est assez utile, du coup ça amène d'ailleurs à se poser la question, est-ce qu'il est souhaitable en matière d'histoire d'interdire ceci et cela donc je crois que ça n'est pas propre aux questions de sexualité. La deuxième remarque, c'est qu'il me semble que si on prend au sérieux ce que je disais tout à l'heure, à savoir que les représentations sont toujours déjà des représentations politiques, eh bien, il est normal qu'on essaie de combattre des représentations avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais simplement, pour combattre, il n'y a pas que la loi. C'est-à-dire, il n'y a pas que les interdictions légales. On peut produire un ensemble de discours, et de fait, il me semble que nous avons tous, dans nos différentes positions, des choix que nous faisons quotidiennement, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de tout. Donc on contribue plus ou moins à rendre visible dans son enseignement, dans sa recherche, etc., telle ou telle chose. Donc c'est déjà des choix, alors que certains vont dénoncer comme de la censure parce qu'on ne parlera pas de ceci ou de cela, ou etc. Mais ce sont aussi des opérations de pouvoir. Donc il me semble que ça aussi c'est du pouvoir, c'est pas de la loi. Donc on ne demande pas à la loi de faire ce travail pour nous, mais de fait, on le fait tous et toutes quotidiennement. On fait des tas de choix, on transmet ceci, on ne transmet pas cela, on répercute, on a vu tel film, on a trouvé que c'était bien, on dit n'allez pas voir tel autre film, il n'est pas bon, etc., etc. Donc il me semble que ces opérations-là, on les fait quotidiennement. Ça veut dire aussi qu'on peut boycotter des choses. Il me semble qu'on a tout à fait le droit non seulement de boycotter à titre personnel, mais d'organiser des boycotts de production, de représentation, etc. On a le droit d'essayer de dire vous êtes sûr que Michel Houellebecq c'est si bon que ça, etc. Donc on a le droit, me semble-t-il, de faire des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on interdit, mais ça veut dire qu'on a le droit quand même, me semble-t-il, de poser ces questions-là. Et de ce point de vue-là, je pense que la controverse récente autour du livre de Frédéric Mitterrand, que je vous invite à lire, pour pouvoir le trouver détestable. Parce que, effectivement, il me semble qu'il ne s'agit pas d'interdire, il ne s'agit pas, etc., mais on a le droit d'essayer de réfléchir à la politique des fantasmes et à la représentation de la politique des fantasmes. Donc,
encore une fois, en vous disant cela, je vous dis un point de vue qui est le mien, qui n'est pas partagé par tout le monde, mais je crois qu'on a intérêt à expliciter que ce qu'on fait les uns et les autres en la matière, ce sont des pratiques de pouvoir et qu'il n'y a pas que la loi. Et donc, on a le droit de détester sans nécessairement vouloir faire interdire. Je n'ai même jamais compris le concept d'incitation à. Je me souviens que déjà adolescente, quand je me promenais au puce et qu'on m'avait dit que la vente de symboles de cannabis était interdite parce que c'était de l'incitation à la consommation de drogue, je ne comprenais pas du tout ce qu'on essayait de m'expliquer parce que j'avais vraiment foi dans la responsabilité individuelle et le libre arbitre de chaque individu. Donc la deuxième chose en fait, c'est je voudrais pour moi donc la censure. C'est la question de la censure est vraiment une question de liberté d'expression et de liberté individuelle, et donc pas du tout une question d'art. Il me semble que quand on dérive sur ce qui est permis en art ou pas, on cherche des justifications esthétiques sur. Enfin, ça ramène en fait le débat à des jugements personnels, donc qui permettraient d'interdire tout. Tout et n'importe quoi. Moi, j'ai été victime de la censure par le film, pour le film Baise-moi. Je pensais vraiment que c'était absolument impossible en France, pays de la liberté d'expression. Et j'ai été très très étonnée par tous les procès d'intention on nous reprochait vraiment tout et son contraire. C'est la tentation de la censure en fait, donc pour revenir vraiment au centre de la question, je l'ai ressenti moi personnellement qu'une seule fois, donc j'ai bien compris le mécanisme qui peut pousser à être tenté par la censure. Et en fait, c'est quand on n'a vraiment pas envie d'entendre un discours ou de voir une représentation, c'est qu'on ne se sent pas assez fort pour y résister ou y répondre. Moi, en fait, dans mon cas, c'était une femme qui m'avait raconté sur un tournage en fait, d'un film traditionnel où j'avais un petit rôle. Cette femme m'avait raconté qu'elle avait été violée. Et elle m'avait dit qu'elle avait ressenti du plaisir pendant son viol. Et ça, en fait, pour moi, c'était absolument impossible à entendre et ça me terrifiait vraiment parce que je me disais que en fait, les gens ne comprendraient pas, que peut-être ça serait utilisé pour justifier et dédramatiser le viol et que j'avais vraiment ressenti un genre de terreur et une incapacité à assimiler cette information-là. Et donc, il m'a fallu un petit moment et un travail sur moi pour assimiler et respecter la chose et sa position sans que ça remette en cause du tout le problème du viol. Donc j'ai compris en fait en étant face à cet individu que toute censure était une forme de violence et que la violence est toujours comme un aveu d'impuissance en fait. C'est quand on n'est pas capable de répondre à un discours, et donc je pense vraiment que tous les discours et les représentations doivent être permis parce que ça permet vraiment d'y répondre et de développer et d'affermir sa pensée justement contre les choses contre lesquelles on n'est pas d'accord. Christine, entre autres choses, a dit que tout ce qui est à la première personne ne doit pas être pris ni comme autobiographie, ni comme le point de vue personnel, comme un mot d'ordre exprimé par la personne qui écrit. Bon, c'est une chose importante, sans doute, à redire. Et que, par ailleurs, il y a des fantasmes qui sont forcément nourris par des siècles de domination masculine. Que fait-on avec ce fond de base? Comment travailler à partir de ça? Est-ce qu'on peut le nier ou est-ce qu'on peut travailler à partir de lui? Bon.
Éric, donc déteste beaucoup de personnes, d'auteurs et tout. À chaque fois que je l'entends, il attaque Houellebecq, que moi je ne déteste pas du tout. Non, mais j'essayais de montrer en pratique comment on pouvait tout à fait ne pas être d'accord. Mais il dit que il y a d'autres moyens que d'interdire, que quand on n'est pas d'accord, en fait, c'est un adepte du combat et du débat. Donc, quand on n'est pas d'accord, on peut avoir une sorte de politique des représentations, une politique active. Mais il faut toujours bien savoir qu'on a une pratique de pouvoir dans ce cas-là et qu'on ne peut pas le nier. Et peut-être que Coralie Trinity est un peu sur cette ligne-là parce qu'elle insiste sur le fait que même les représentations qui dérangent, on peut y répondre et qu'on est peut-être plus fort si on a bien cerné ce qui dérange et qu'on a bien essayé d'y répondre, et que par ailleurs dans la censure, dans la tentation de la censure, il y a beaucoup d'aspects individuels, c'est-à-dire de choix individuels. Peut-être qu'elle pourra revenir un peu sur comment s'est organisée la censure de Baise-Moi, qui avait lancé l'opération censure, qui s'est quand même faite sous un gouvernement socialiste. 10 minutes pour donner 4 points de réflexion que j'ai eu d'abord sur le titre, puis ensuite sur les questions et surtout sur les 2 premières. D'abord, je voudrais, en introduction, prendre un exemple très récent qui m'a vraiment beaucoup frappé, qui est la campagne pour la contraception actuelle, radiophonique pour ma part, qui parle de 2 garçons, dont l'un a peur de n'avoir pas ses règles ou d'être enceint. Je ne sais plus comment c'est monté. Moi, ça me fait rire. Je le dis, je sais que ça ne fait pas rire tout le monde. Moi, je trouve cette campagne excellente. Alors, ça va rentrer dans le cadre de la discussion. Pourquoi je la trouve excellente? Parce que ça pose une question, qui est la question sur laquelle on est en train de buter aujourd'hui, et je vais y venir avec ce titre « Égalité et sexualité », c'est la question de la symétrie. L'égalité ne peut se décliner seulement sur le mode de l'égalité des droits. On le sait bien. Donc aujourd'hui, on met égalité et sexualité comme titre. Sauf que je viens marotte que certains d'entre vous ici connaissent bien chez moi, qui est de distinguer égalité et liberté. On a eu tendance, parce que c'est pédagogiquement utile, et je suis la première à le faire, à mettre l'égalité du côté, dans le dualisme cartésien, du côté de la raison et du côté des droits. Et la question de la liberté, c'est plus compliqué parce que ça touche toujours et de toute façon au corps. Sauf qu'on n'allait pas mettre, pour cet après-midi, liberté et sexualité. Pourquoi? Alors là, moi, on aurait pu poser cette question aussi dans la discussion. Alors pourquoi? Moi, j'ai une petite référence historique. Quand les Saint-Simoniennes intitulent leur journal « La femme libre », on leur tape sur les doigts en disant « Attendez-vous pas, de quelle liberté? C'est l'émancipation ou la licence ?» Alors elles transforment et mettent « La tribune des femmes ». C'est-à-dire on passe à l'espace public, l'espace d'opinion, l'espace de discussion, un espace qui serait d'entrée de jeu et sûrement politique. Moi, je trouve que quand on met égalité et sexualité, on a fait exactement le même mouvement que ce qui s'est passé pour les Saint-Simoniennes, c'est-à-dire on n'a pas pu mettre liberté et sexualité, on met égalité et sexualité. Mais à ce moment-là, ça devient très intéressant, parce qu'au lieu de se dire c'est pas bien, moi je me dis pas du tout ça, je me dis voilà, il faut que j'ai un rapport entre égalité, liberté et sexualité, doublé de ce dualisme cartésien tête-corps, et la question qui est posée aujourd'hui, c'est égalité et corps. Il s'agit quand même bien des corps. Alors, ils peuvent avoir une tête, ces corps. On n'est pas... Il y a Blois, elle en a peut-être pas, mais ici, elle en a. Donc, tout va bien. Elle aussi, elle en a. Donc, la question n'est pas d'enlever la tête, mais simplement que égalité des droits, égalité des sexes, il va falloir rentrer dans cette difficulté. Alors, c'est là où je trouve que l'idée, pour moi, de cette campagne, que je prenais comme exemple anecdotique et en même temps introductif, est vraiment passionnante. Parce qu'ils se sont dit, dans l'égalité, la question est aussi celle de la symétrie. Il n'y a pas de symétrie dans l'affaire de la sexualité. On tente par l'égalité des droits, on tente par l'égalité des sexualités,
Mais nous devons quand même ouvrir la question de la symétrie, qui est soit asymétrie, absence de symétrie, soit dissymétrie, défaut de symétrie. Alors là, moi, je me sers toujours de la généalogie, comme vous le savez, donc j'ai toujours mes 2 siècles de mise en marche de la démocratie qui m'aident, et je vois quoi? Je vois que sur la dissymétrie, on voit bien qu'il y a des choses qu'il est possible de résoudre. Dans le Code civil napoléonien, on ne va pas punir de la même façon l'homme et la femme pour l'adultère. Il y a quelques années, quand la Turquie fait ça, à ce moment-là, on se sert des accords de Copenhague pour dire « Ah non, 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 si vous voulez rentrer en Europe, désolé, vous ne pouvez pas traiter l'adultère féminin et masculin pas de la même façon. » Donc on voit que ce qu'on réussit à faire, c'est dire « Attendez, pousse, fini la dissymétrie, il faut qu'il y ait de la symétrie en matière d'adultère. » Donc de ce côté-là, on voit bien comment... Donc je vous prends 2 exemples du Code civil napoléonien à la Turquie qui veut rentrer en Europe, 2 siècles, comme toujours. Et là, on a cette affaire qui peut être réglable. Sylvie Brunel tente de faire de la symétrie quand elle fait son livre, d'ailleurs. Ensuite, vous avez la question de l'asymétrie. Alors là, dans l'asymétrie, on a un certain nombre de choses. Moi, je vais prendre 2 exemples, il y en a plein. C'est d'un côté, alors celui dont on pourrait parler, c'est pas peut-être le sujet aujourd'hui, mais ça en fait partie, la question des femmes, des mères porteuses, c'est-à-dire la maternité, ou bien la prostitution. Moi, maintenant, sur la question de la prostitution, si j'ai autant de possibilités, s'il y avait une symétrie homme-femme, je pense que ça changerait ma façon de penser. J'en suis même sûre. Donc j'ai envie de poser la question de la symétrie. Non pas de ceci ou de cela, mais où est la symétrie? Où est la symétrie? Et de la même façon, sur la maternité, où est la symétrie? Moi, je trouve les discussions pathétiques sur la question des mères porteuses, parce qu'il n'y a rien, c'est quand même l'impensé du féminisme depuis un paquet d'années, mais il n'y a rien sur la maternité, ce qui serait une espèce d'évidence. Ah ben oui, les femmes, elles ont vraiment envie... Moi, les mères porteuses, il en existe de tout temps. Hein, depuis la mythologie, il existe des mères porteuses. C'est pas nouveau. Donc là, que se passe-t-il? Il se passe là encore quelque chose qui touche, dans la problématique de l'égalité, à la symétrie. Donc là, par exemple, si je prends... Mais il y aurait d'autres exemples. Maternité, prostitution, c'est les plus faciles. Il y a un reliquat d'absence de symétrie qu'on n'aura pas quand on est en dissymétrie comme avec l'adultère. Alors on en fait quoi de ce reliquat? Moi, c'est la question que j'avais envie de poser aujourd'hui, puisque Michel m'a gentiment invité. Ça, c'était mon 2e point. Le 3e point, qui répondrait plutôt à la question 2, c'est pour ça, Michel, est-ce que j'ose te dire que tout à l'heure, tu as dit que l'égalité était une norme? Je ne suis pas d'accord. L'égalité, c'est un principe. L'égalité n'est pas une norme. Et si je dis ça polémiquement, c'est parce que le mot norme est employé de drôle de façon aujourd'hui. Et comme c'est la tarte à la crème du vocabulaire, on a la chance là d'avoir en question 2 la question de la représentation. Donc, la question de la dissolution des normes, ou ce que j'appelle moi, à propos de la question artistique, puisque tout à l'heure il y aura un débat, mais sur le rapport muse-génie, qui est un de mes fils rouges que je tire depuis Muse de la raison, c'est le dérèglement des représentations. Qu'est-ce qu'on peut faire du dérèglement des représentations? Il en était beaucoup question dans la réponse à la question 2 avec Eric, mais de toute façon aussi avec Coralie tout à l'heure. C'est soit on est sur la logique de la dissolution des normes et de l'égalité, mais ça c'est un certain type de question, soit on est dans le dérèglement des représentations. Que veux-je dire par là? La fameuse querelle des poètes à la fin du XVIIIe siècle, c'est « Ah, vous les femmes, vous êtes des muses, pas des poètes. Inspirez mais n'écrivez pas », dit Écou Charles Brun à Constance de Salm. Il y avait une journée Constance de Salm à Toulouse la semaine dernière, organisée par Huguette Krief et Jean-Noël Pascal, qui était passionnante. Alors, inspirez mais n'écrivez pas. Alors elle répond, Constance de Salm, attendez, moi je veux le partage des jouissances. Vous voulez quand même pas, pourquoi je me priverais d'écrire? Donc, elle veut le partage des jouissances. Donc à ce moment-là, à partir de là, on a 2 siècles de dérèglement. Ah non, vous ne serez pas muse, ah si, on sera muse, etc. Bon, ça rappelle un colloque ancien de Beaubourg où nous étions avec Eric, où j'avais repris l'image de la muse endormie de Brancusi. Que fait la muse endormie? Qu'enfante-t-elle, cette muse endormie? À l'instar de la façon dont le sommeil de la raison peut enfanter les monstres, comme disait Goya. Donc, la pratique de la généalogie oblige à une mise en perspective qui va peut-être pas être de l'ordre de la dissolution des normes, hein, parce que on célèbre le Pax, mais il faut quand même dire que c'est difficile, la question de la symétrie. Moi, quand je discutais sur le consentement, quelqu'un un jour m'a dit, mais
Vous savez ce qui se passe quand on dissout un PACS? Ça peut s'appeler la répudiation. C'est-à-dire que des droits gagnés dans le mariage ont été perdus dans le PACS. Au niveau... Alors, sauf si hommes et femmes sont à égalité. Mais a-t-on vraiment de la symétrie? C'est pour ça qu'à ce mot égalité, désormais, j'accolerai toujours le mot de symétrie, ou d'absence, ou de défaut de symétrie. Alors, que veux-je dire quand je préfère, moi, dérèglement des représentations? Eh bien, c'est parce que, ça rejoint là ce que disait aussi Coralie Trinity tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas dissoudre les normes pour en refabriquer une. Confère les discussions qu'il y avait ces jours-ci dans nos différents médias. La question de la dissolution peut reproduire de la norme. En revanche, si on est dans le dérèglement, par exemple, face au normal, il y a le pathologique. Hein, j'ai pas eu le temps d'aller rechercher Canguilhem, mais j'ai très envie. On chasse une norme pour une autre, ou on fait, et Eric en parlait tout à l'heure, on privilégie l'espace critique. Alors, voir comment on se privilégie l'espace critique, ça nous mène aussi, évidemment, à la question du politique. Et ça veut dire qu'il faut penser la question de la dissymétrie et de l'asymétrie, il faut le penser dans la définition même du politique. Je signalais que je venais de rééditer Femme toute main, qui était mon premier livre il y a 30 ans sur le service domestique, non pas sur le travail. Alors, c'était comme le travail sur le consentement. Où sont, si nous avons en tête que nous n'oublions pas nos deux principes, égalité et liberté, ça fonctionne comment? Et à ce moment-là, ça devient très compliqué de voir si ça peut faire argument politique avec l'asymétrie, avec la dissymétrie. Ça, c'est une question qu'il faut poser à l'égalité et à la liberté. Et quand je reprends la notion de service, ce qui est compliqué aussi, parce qu'on a ce discours-là aujourd'hui, c'est une autre polémique que moi je peux mener. Ah ben le service à la personne, c'est formidable, un coup de solidarité et crac. Ça, dans les années 1920, on l'a eu, la pensée de la solidarité. Hein, est-ce que c'est particulièrement révolutionnaire? Je ne sais pas. Mais je vois que de Borloo à certaines gauches radicales, on pense que la solidarité, tout d'un coup, c'est une espèce de Deus ex crise. Le service, c'est l'absence de symétrie et c'est la hiérarchie. Ça peut être des inversions de hiérarchie. Par exemple, dans le service à la personne, c'est la personne qui demande qui est vulnérable. Alors que dans le service domestique, il y avait une hiérarchie sociale extrêmement simple. Donc voilà, c'est juste ce fil-là je ne peux pas parler... Si je parle égalité et sexualité, c'est parce qu'on ne peut pas mettre liberté et sexualité, parce que ça clôturerait trop vite la discussion. Donc on a bien raison de mettre égalité, mais à ce moment-là, il faut aller jusqu'au bout. Et où sont les symétries? Il y a des symétries qui sont jouables. L'adultère en 200 ans, effectivement, a été solutionné, enfin, en tout cas dans le texte. D'autres le sont moins, et c'est pour ça, par exemple, que la question des mères porteuses m'intéresse, parce qu'il est bien temps de mettre le doigt là-dessus, dans ce qui serait une des conséquences de la sexualité, je vous l'accorde, qui est la maternité. On sait bien qu'on a séparé sexualité et reproduction, mais on a quand même bien le même problème qu'avec l'exercice de la sexualité aussi. C'est-à-dire cette question-ci. Un gros malentendu, je ne considère pas du tout que le viol fasse partie de la sexualité. Je parlais de la représentation du viol dans la pornographie, donc en tant que fantasme audiovisuel, et c'est absolument le viol ne fait pour moi absolument pas partie de la sexualité. En tant que sentiment, de la même façon, je n'ai absolument pas dit que c'était préférable une sexualité sans sentiment. Ça revient à ce que disait Geneviève Fraisse, c'est l'idée de symétrie. Ce qui ne va pas, il n'y a aucun jugement valoratif, enfin amélioratif ou péjoratif dans ce que j'ai dit. C'est exactement l'idée de symétrie. L'évolution, quand j'ai parlé d'évolution, c'était pas dans le sens d'un progrès, c'était dans le sens d'arrêter de penser qu'il y a une sexualité pour les hommes et une sexualité pour les femmes. Ça ne veut pas dire que j'estime que la sexualité sans sentiment est la sexualité absolument désirable, etc. Le seul point de l'exposé, où vraiment ça me semblait important, c'était qu'il y avait une convergence des représentations et au moins qu'il n'y ait plus une norme pour les femmes qui ne soit pas la même norme que pour les hommes. Après, que ça soit des normes, qu'on puisse en penser ce qu'on en veuille, bien évidemment. Dans votre intervention, vous rappeliez à juste titre l'importance du message audiovisuel qui nous dit quelque chose, qui nous raconte une histoire, etc. C'est vrai. Je pense qu'en même temps, à l'inverse, il faut se méfier d'un féminisme qui dirait qu'au fond, c'est toujours la même chose.
Je crois qu'il est important à la fois de ne pas se dire, ce qui, à mon avis, serait une illusion, que avant c'était la domination et que maintenant on en est sorti. On est bien d'accord. Mais je pense qu'il est important de prêter attention au fait qu'il y a une histoire de la domination et que ce n'est pas toujours exactement la même chose. Donc, par exemple, il me semble important de voir combien aujourd'hui un certain nombre de récits, même ceux, comme vous le dites à juste titre, qui semblent répéter cette même histoire, eh bien, combien ils sont un peu grippés. C'est-à-dire que si on veut trop prouver que c'est toujours la même chose, il me semble que politiquement, on est mal parti. La deuxième remarque sur la présence de quelqu'un qui a participé à l'industrie pornographique à cette table, moi je me suis posé, enfin, la formulation j'espère n'est pas désobligeante, hein, c'est pas, en tout cas elle ne veut pas l'être. Pour ma part, je n'accepterai pas de participer, par exemple, comme on le voit à la télévision, vous savez, où on invite un politique et puis une star du porno, homme ou femme, et puis etc. Parce qu'il me semble qu'à ce moment-là, le but, c'est justement de faire qu'on ne comprenne rien. C'est-à-dire, c'est en gros, on mélange un peu tout, et puis tout est sympa, et puis finalement, voilà. Et là, effectivement, le problème de ce message-là, à mon sens, c'est pas tant qu'il perpétue une certaine vision du monde, mais le fait qu'on n'y comprend rien. Il me semble qu'au contraire, puisqu'on parle de représentation que les uns et les autres nous contribuons à proposer, à promouvoir, etc., il me semble qu'il est important, lorsqu'on est en train de parler de sexualité, qu'il n'y ait pas que des sociologues, par exemple, malgré tout le respect que j'ai pour ma voisine et moi-même. La troisième remarque sur le rapport entre sentiment et sexualité, il me semble que la question qui est importante, c'est de se dire qu'il n'y a naturellement aucun lien nécessaire entre la sexualité et la reproduction, mais aussi entre la sexualité et le sentiment, etc. Donc la question, c'est qu'une fois qu'on s'est dit que ce n'était pas naturel, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut politiquement, comment on veut articuler. Donc c'est vrai pour une société, mais c'est vrai aussi pour les individus. Donc je crois qu'il est très utile de désarticuler, quitte après à faire des choix politiques, y compris, il me paraît légitime de revendiquer, de les articuler. Et quatrième et dernière remarque, il me semble que vous rappeliez Andrea Dworkin, je crois qu'un des enjeux, c'est de penser effectivement à l'articulation entre pouvoir et désir. Mais il me semble que là aussi, il y a deux positions extrêmes. L'une qui dirait qu'au fond, le désir est entièrement réduit à la domination et donc aussi à la violence, etc. Et du coup, il devient difficile d'imaginer ce que pourrait être le désir en dehors de tout ça. Et il y a une autre position qui dit oui, mais en fait le but c'est d'arriver à s'affranchir du pouvoir pour être dans un désir pur. Moi je ne crois pas au désir pur. Je crois que le désir, comme le reste, est traversé par les rapports de pouvoir et que donc la question c'est comment on peut introduire néanmoins des questions de démocratie, c'est-à-dire des questions, comme le rappelait à juste titre Geneviève Fraisse, qui sont à la fois des questions de liberté et d'égalité. Comment on peut introduire ces questions-là dans quelque chose qui est précisément de l'ordre du pouvoir ? Parce que s'il n'y avait pas de pouvoir dans le désir, on ne pourrait pas y introduire les questions de liberté et d'égalité. D'abord, pour revenir sur le principe d'égalité, moi je ne le comprends pas forcément comme une symétrie, mais vraiment comme une absence de hiérarchie, comme vous disiez. C'est-à-dire qu'il est tout à fait concevable et acceptable qu'il y ait des différences qui soient dues à une identité de genre ou à une identité sexuelle ou à des traits de caractère, et que finalement, en fait, l'égalité, la solution de l'égalité, c'est peut-être d'accepter que des différences existent, mais de cesser de les considérer comme inférieures ou supérieures. Il y a la première chose en fait qui m'a vraiment choquée dans les remarques, c'est que tout le raisonnement reposait en fait sur l'acceptation sur le principe que la femme ne peut pas désirer le coït. Ce qui, dans mon expérience de femme, de corps de femme, est d'une absurdité totale en fait. La femme est aussi c'est vrai que culturellement, elle est souvent représentée en fait comme désirée et non désirante, mais la femme a aussi des désirs sexuels et une sexualité qui peut être séparée du sentiment ou pas, suivant ses propres choix et son parcours. En tout cas, ça me semble vraiment très choquant de refuser, de décider que la femme n'a jamais le désir du coït sexuel et donc
pénétratif et qu'elle en est donc toujours victime. Je pense pas non plus, pour revenir sur la question de la symétrie et de l'égalité, en fait, je ne suis pas certaine qu'être désiré ça soit une position inférieure à celle d'être désirant. C'est complémentaire. C'est extrême. Ce qui est ennuyeux, en fait, c'est d'être toujours enfermé dans un rôle. Mais finalement, ces rôles sont complémentaires. Et je ne pense pas qu'il y en ait un qui soit supérieur à l'autre, et que ça peut se passer en parfaite harmonie, être pleinement épanouissant entre deux personnes complémentaires. D'autre part, sur la question de la pornographie. Là, j'ai été très souvent confrontée à ce genre de préjugés, et il y a toujours cette victimisation systématique des femmes dans la pornographie. Il se trouve en fait que j'ai pu fréquenter plusieurs industries de l'art et plusieurs milieux, etc. Et que finalement, l'industrie de la pornographie, c'est la seule industrie dans laquelle les femmes ont un statut supérieur à celui des hommes, systématiquement. C'est-à-dire qu'elles sont mieux payées, elles sont plus considérées, elles sont plus mises en valeur, elles sont plus respectées au quotidien. Et donc là, en fait, vous voyez, vous portez des jugements sur l'industrie de la pornographie sans connaître ni sa réalité, la réalité de ceux qui la pratiquent. Deux remarques alors en fonction des réflexions qui ont été faites. Je crois que la question de la multiplicité des places, telle qu'elle a pu être évoquée par les divers intervenants, est quelque chose d'important qui va, pour ma part, avec le dérèglement des représentations, mais qui va aussi avec la dissociation des choses. Moi, je suis très étonnée d'entendre une jeune femme dire qu'il faut absolument que la sexualité et le sentiment aillent ensemble. Nous, dans les années 70, nous avons vécu comme une émancipation le fait de pouvoir tout dissocier. La reproduction, ça a été dit tout à l'heure par Eric, la reproduction de la sexualité amoureuse de la sexualité pas amoureuse, etc., etc., etc. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes dans le droit fil quand nous posons la question de la maternité, porteuse ou pas portée ou porteuse. Donc, on est bien là, en dehors, à côté du mot multiplication, c'est bien le mot dissociation. Les femmes ont intérêt à réfléchir, je ne sais pas si c'est dans la cave ou dans le grenier, à cette affaire de dissociation des choses. Ça ne veut pas dire que l'amour et le sentiment, c'est pas bien que ça aille ensemble, ça veut juste dire que dans ce qu'on appelle la norme qui nous aurait été imposée, nous n'avions précisément pas le choix de faire autre chose que d'être à la fois mère, épouse et amante en une seule et même personne, pour une seule et même personne. C'est précisément ça que nous avons compris. Ça, c'est le premier point. Donc, j'avais quand même envie de le dire. Le deuxième point, c'est les remarques de Coralie Trenti qui me permettent de préciser ma pensée sur la question de la symétrie. Ce n'est pas la symétrie, ce n'est pas le pareil. C'est méthodologique quand je dis ça. Et précisément, vous avez employé après 2 fois le mot complémentaire. Alors moi, ça c'est un mot que je mets à la poubelle. Je ne sais pas, ce mot complémentaire, je ne peux pas l'entendre. Donc je le dis, mais par ailleurs, pour moi, la question de la symétrie n'est pas pour dire il faut être pareil, hein, qu'on fasse des utérus aux hommes pour qu'ils puissent porter des enfants. C'est simplement que si je me mets à réfléchir, moi mon problème de la prostitution, c'est qu'il n'existe pas pour les femmes l'équivalent de ce qu'il existe pour les hommes en matière d'offres. C'est-à-dire la question de la symétrie, elle est là. Le fait des mères porteuses, c'est que le féminisme, ça fait 30 ans qu'il ne réfléchit pas à la question de la maternité. C'est pas sérieux. Enfin, moi, c'est une chose que je porte rentrée depuis longtemps. C'est pas sérieux qu'on ne réfléchisse pas à cette question-là. Parce que c'est bien là qu'il y a un nœud d'absence de symétrie qui fait problème. Donc pour moi, la symétrie, c'est pas qu'on serait pareil dans les désirs, etc., etc. Bien que je sois bien d'accord avec vous pour dire qu'il n'y a pas de raison de penser que le coït ne soit qu'un désir masculin. Je veux dire, ça, c'est quand même pas possible à entendre. Ça, on a le droit d'être normal hétéro de base. Non, mais je veux dire, il y a un truc là où le monde devient à l'envers. C'est-à-dire qu'on crée une norme pour en effacer une autre. C'est pas possible. Donc, non, mais il faut être très précis. Il faut être très précis. Donc le mot symétrie n'est pas un mot avec un contenu. C'est structurel. Donc c'est pas pour définir l'égalité, c'est juste pour dire que c'est une lumière que je porte sur le mot égalité pour continuer à y réfléchir. Et ça permet de dire que quand on dit l'égalité aujourd'hui est réalisée, bah on sait bien que non. Pour plein de raisons. Même si l'adultère, effectivement,
totalement inégalitaire en 1804, ne l'est plus 2 siècles plus tard, y compris face à la Turquie. Ça vaut le coup quand même.